Bonjour et bienvenue dans le podcast Éteignez vos lumières. Dans cet épisode, je vais vous parler de la fusillade d'Aurora, une tragédie qui a secoué les États-Unis et le monde entier en 2012, lorsque James Holmes fait irruption dans un cinéma lors de la première de Batman et qu'il ouvre le feu sur le public. Alors comme d'habitude, préparez-vous. Le sujet d'aujourd'hui est long et intense. C'est parti. Nous sommes le 20 juillet 2012 à Aurora, dans le Colorado. James Holmes, 24 ans, pousse la porte du cinéma Century 16 un petit peu avant minuit et se mêle à la foule excitée qui s'est déplacée pour la première du dernier Batman, The Dark Knight Rise. Plus de 400 places sont vendues ce soir-là et le hall est plein à craquer. Les gens bavardent gaiement et personne ne prête attention au jeune homme. C'est vrai que malgré ses cheveux orange vifs et ses lentilles de contact noires, James Holmes se fond dans la masse. Beaucoup de spectateurs se sont déguisés et ils portent fièrement les costumes de leurs personnages préférés. Holmes s'avance vers le guichet, achète sa place et entre dans la salle numéro 9, qui est déjà bien remplie. Il s'assied seul, au premier rang, au milieu des spectateurs impatients. Alors que les bandes annonces défilent à l'écran, il fait semblant de recevoir un coup de fil et s'éclipse discrètement par une issue de secours, en veillant à bien bloquer la porte pour pouvoir retourner dans la salle. Il se dirige ensuite vers sa voiture, garée à seulement quelques mètres, pour récupérer son matériel. Il enfile son gilet pare-balles et plusieurs protections, notamment pour les bras et sa nuque. Il met aussi des lunettes de protection et même un casque et un masque à gaz. Holmes est prêt. Il porte un véritable équipement tactique, qui est normalement utilisé par les forces d'intervention spéciales. Il ne lui reste plus qu'à prendre ses armes. Une arme de type fusil d'assaut, un fusil à pompe, 2 pistolets et plus de 6000 munitions. Pourtant, James Holmes est peut-être encore hésitant à ce moment-là. Vers minuit 25, il utilise son téléphone portable et appelle le numéro d'urgence de son université consacré à la santé mentale. Lorsqu'un opérateur décroche, Holmes reste silencieux pendant une dizaine de secondes avant de raccrocher. Plus tard, il explique les motivations derrière ce geste. Des doutes. J'imagine. À environ minuit 30, il pénètre à nouveau dans la salle de cinéma par l'issue de secours et lance une bombe lacrymogène au milieu des spectateurs absorbés par le film. Il croit d'abord à une sorte d'événement promotionnel. Après tout, ça va assez bien avec l'univers de Batman. Mais l'air devient bientôt irrespirable et les spectateurs réalisent vite que ce n'est pas un simple coup de pub organisé par le cinéma. James Holmes, qui se tient devant l'écran, brandit son fusil à pompe et tire une première fois. Comme le film tourne encore, les spectateurs ne réalisent pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Il leur faut quelques secondes pour comprendre qu'il y a un tireur dans la salle, et le bruit des balles, bien réelles, qui sortent du fusil de Holmes, se mêle à celui de la fusillade diffusée à l'écran. Le public affolé tente de fuir la salle, et certains s'allongent entre les rangées, dans une tentative désespérée d'éviter les balles qui sifflent au-dessus d'eux. Après avoir vidé le chargeur de son fusil à pompe, Holmes s'empare de son arme d'assaut et commence à tirer quelques balles, mais celui-ci s'enraye, et certains survivants en profitent pour se ruer vers la sortie de secours. Il décide d'abandonner son arme semi-automatique et attrape son pistolet, avec lequel il tire une dizaine de balles avant de quitter la salle. Il prend ensuite la direction de sa voiture, sans chercher à tirer sur les personnes qui s'enfuient, ni à achever les derniers survivants à l'intérieur de la salle. 2 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à James Holmes pour tuer 12 personnes et en blesser 50. Mais il n'a jamais réussi à expliquer pourquoi il était parti alors qu'il avait encore des centaines de munitions et qu'il aurait clairement pu continuer son massacre. En tout, il y a eu plus de 40 appels passés au 911, par des spectateurs mais aussi par des employés du cinéma. La police est arrivée sur place très rapidement, moins de 2 minutes après le premier appel. Il faut dire qu'Aurora est située à seulement 30 km du lycée de Littleton, dans lequel a eu lieu la tristement célèbre tuerie de Columbine en 1999. C'est donc un État qui n'en est malheureusement pas à sa première tragédie. Quand les premiers véhicules de police arrivent, James Holmes est encore sur le parking.
Il est en train d'enlever son équipement, calmement, de façon presque méthodique, et il est vite repéré par 2 officiers de police. Holmes est menotté et il n'oppose aucune résistance à son arrestation. Les policiers diront par la suite que son attitude calme et posée contrastait étrangement avec le chaos qui régnait autour de lui. Holmes est immédiatement conduit au poste, et alors qu'il est interrogé, il informe un agent qu'il a piégé son appartement avec des explosifs. Il voulait complètement raser son immeuble, et il faudra 4 jours à l'équipe de déminage pour sécuriser l'appartement, tellement son installation était complexe. Le sol de chez lui était tellement imbibé d'essence que le plafond de l'appartement du dessous a été endommagé. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter la quantité d'essence qu'il a fallu qu'Holmes déverse sur son sol pour que ça traverse à ce point. Ce qui est effrayant, c'est de se dire que si James n'avait pas avoué aux agents qu'il avait mis des explosifs dans son appartement, des dizaines de personnes supplémentaires seraient mortes. Mike Gonzalez, le premier officier à être intervenu cette nuit-là, affirme aussi que si le fusil de Holmes ne s'était pas enrayé, il serait sûrement allé dans le hall et qu'il aurait pu faire encore plus de victimes, parce que du coup c'est là où toutes les personnes qui fuyaient la salle se trouvaient. Avant qu'on s'intéresse au profil du tueur, j'aimerais d'abord prendre le temps de vous présenter un petit peu qui étaient les 12 victimes qui ont perdu la vie lors de cette fusillade. Je ne vais parler pour le moment que des personnes qui sont décédées, mais je tiens aussi à insister sur le fait qu'il y a eu bien plus de personnes touchées, évidemment, tous les blessés, mais également les proches de chacune de ces personnes. Je crois que c'est vraiment important de prendre le temps de parler d'elles pour qu'elles ne soient pas qu'une longue liste de noms que tout le monde oubliera. Gordon Cowden avait 51 ans. Il était venu à la séance avec ses enfants, qui ont survécu et n'ont pas été blessés. Il était décrit comme un vrai gentleman du Texas qui aimait le plein air et était dévoué à sa famille. Sa fille a raconté comme il était doux et patient, au point d'arrêter sa voiture au milieu de la route pour laisser passer un chien de prairie. Rebecca Wingo avait 32 ans. Elle était la maman de 2 petites filles de 9 et 5 ans. C'était l'une des premières fois qu'elle prenait une soirée pour elle, sans ses filles. Elle était traductrice pour l'US Air Force, mais suivait aussi des cours pour devenir assistante sociale, car elle aimait plus que tout s'occuper des gens dans le besoin. Elle avait d'ailleurs adopté un chat errant qu'elle avait appelé Kiki. Alex Sullivan, dit Sully, avait 27 ans. Ce soir-là, Alex sortait avec ses amis pour fêter son anniversaire, chose qu'il n'avait plus fait depuis son enfance. Il était complètement fan de comics, des œuvres qu'il avait aidé à lire malgré sa dyslexie. Son père continue d'aller dans le cinéma où son fils a trouvé la mort, s'asseyant même au même endroit où se trouvait Alex lors de la tragédie, pour se sentir proche de lui. Michaela Maydeck, dite Kayla par ses proches, avait 23 ans. Elle travaillait dans un restaurant Subway et se qualifiait elle-même d'artiste des sandwichs sur ses réseaux sociaux. Elle adorait la photographie et immortalisait énormément de souvenirs de cette façon. Elle était douce, adorait le rose et Hello Kitty. Alexander G. Boyk, dit A.G., avait 18 ans. Il était venu au cinéma ce soir-là avec sa petite amie, qui l'a protégé des balles en faisant bouclier avec son corps. Il rêvait de faire des études d'art pour devenir professeur de céramique et était prêt à tout pour faire rire et amuser ses proches. Il était aussi receveur dans l'équipe de baseball et premier alto dans l'orchestre de son lycée. Jessica Gawi avait 24 ans. Elle aspirait à devenir commentatrice sportive et avait commencé sa carrière en couvrant des événements de hockey. C'était une jeune femme très sensible, impliquée dans plusieurs organisations caritatives. Elle vivait chaque jour en ayant à l'esprit que la vie est fragile et qu'il faut profiter de chaque instant. 7 semaines avant le drame, elle avait été témoin d'une fusillade et avait écrit à ce propos « Chaque seconde de chaque jour est un cadeau ». John Larimer avait 27 ans. John avait obtenu un diplôme avec distinction et une double spécialisation en histoire et en sciences politiques. Il adorait les quiz et était tellement imbattable que sa famille devait se liguer contre lui lorsqu'ils jouaient ensemble à des jeux de culture générale. 1 an avant de perdre la vie, il s'était engagé dans la Navy et travaillait dans la cybersécurité. Lors de la fusillade, il est mort en protégeant un de ses amis et une jeune femme qui les accompagnait. Alexander Teves avait 24 ans. Alex venait d'obtenir son master en psychologie et étudiait pour compléter ce diplôme avec un second en physiothérapie. Il travaillait en tant que conseiller pour les jeunes en difficulté, en séances individuelles ou de groupe. Il aimait la bonne nourriture et brasser sa bière.
Il était aussi passionné de sport, de nature et jouait de la guitare. Il est mort lors de la fusillade en protégeant sa petite amie des balles du tireur avec son corps. Jonathan Blank avait 26 ans. Jonathan est entré dans la Navy juste après le lycée. Il a servi sur un porte-avions stationné en Californie avant de s'installer à Aurora pour y suivre des études afin d'entrer dans la police, sans pour autant abandonner son rêve de devenir un jour commando de marine. C'était un travailleur acharné, qui bossait comme agent de sécurité pour une entreprise de sécurité le soir et installait des parquets la journée. Il était aussi un jeune divorcé, papa de 2 enfants, très protecteur. Il est mort en protégeant sa nouvelle petite amie lors de la fusillade. Matthew McQueen avait 27 ans. Il travaillait dans un magasin Target. Il aimait le sport en général, mais plus spécialement le golf, le baseball et le football, mais aussi la musique. Il est mort en protégeant sa petite amie et son frère lors de la fusillade. Jesse Childress avait 29 ans. Jesse était un militaire qui travaillait à la base de l'Air Force d'Aurora en tant qu'opérateur des systèmes de cybersécurité. Il était passionné de sport, un passe-temps qui rythmait sa vie. Le lundi soir, c'était softball. Le mardi, bowling. Le mercredi, football, et ainsi de suite. Mais Jesse était aussi ce qu'on appelle un nerd. Il était fan de comics. Il appelait d'ailleurs sa nouvelle voiture sa Batmobile. Il était venu à la première du film avec une de ses collègues de travail. Il est mort en se mettant devant elle pour la protéger des balles. Veronica Moser Sullivan avait 6 ans. Ce soir-là, la maman de Veronica fêtait, avec sa famille, les premières images de l'échographie de sa grossesse qui allait donner naissance au petit frère ou à la petite sœur de Veronica. La petite fille était une enfant joyeuse, très extravertie et énergique, qui n'avait pas peur de parler à tout le monde. Elle était particulièrement curieuse, adorait lire, parler et aller à la piscine. Elle est malheureusement décédée de ses blessures avant d'être évacuée de la salle de cinéma. Nous allons maintenant passer à la partie la plus longue de cet épisode, qui est le profil du tueur. Alors bien sûr, le but, c'est pas de lui accorder beaucoup d'attention pour le glorifier, mais vous le savez, j'aime bien développer la partie psychologique quand c'est possible. Or là, dans le cas de James Holmes, il y a énormément de données et de points qui méritent d'être cités et approfondis, parce que vous allez le voir, c'est vraiment un cas de tueur de masse un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir. Bien sûr, tout ce dont je vais parler n'a pas vocation à excuser son geste. Vous avez l'habitude maintenant. Par contre, je suis persuadée que c'est important d'analyser toutes ces données parce que on peut en tirer des leçons. Vous allez voir qu'il y avait quand même pas mal de signaux et qu'en vrai, si certaines barrières ou sécurités avaient existé, ça aurait peut-être permis d'éviter cette catastrophe. Donc j'espère au moins que ça servira pour l'avenir. James Holmes est né le 13 décembre 1987 à San Diego, en Californie. Il est l'aîné de la famille et a une petite sœur de 5 ans de moins que lui. Ses parents sont de la classe moyenne supérieure, ils ont un bon niveau de vie. Dans la famille, tout se passe très bien. James est élevé par des parents aimants qui s'occupent beaucoup et bien de leurs enfants. Par contre, c'est une famille où on n'a pas trop pour habitude de parler de ses émotions. C'est un petit peu un sujet tabou. Mais bon, c'est pas du tout du niveau de la maltraitance ou des négligences. Lorsque James a 7 ans, ses parents déménagent à Oak Hill, toujours en Californie. Le petit garçon ne vit pas ce changement particulièrement mal, il s'intègre comme il faut dans sa nouvelle école. Ses enseignants de primaire le décrivent comme un excellent élève, discret et toujours poli. Il fait aussi beaucoup de sports différents. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, James n'est pas marginalisé durant son enfance. Il n'a jamais été harcelé et il avait des amis. C'est un enfant qui vit une enfance tout à fait classique. Il y a quand même un événement qu'on peut noter, a posteriori. Un jour, lorsque James Holmes a 8 ans, il frappe sa petite sœur au visage tellement fort que ça lui laisse un bleu. Je vous rappelle qu'ils ont 5 ans d'écart, donc la petite fille n'avait que 3 ans. Cet incident va fortement interpeller les parents de James et sa mère décide de l'emmener voir un psy. Ce dernier, après la consultation, pose un diagnostic. James aurait un trouble oppositionnel avec provocation. Alors ça a été expliqué bien des années après par un psychiatre qui suppose
que son collègue avait délibérément donné un diagnostic assez vague, car le suivi pour ce trouble était pris en charge. C'est une pratique malheureusement assez commune, car aux États-Unis, encore plus qu'en France, une thérapie peut coûter très cher. J'ajouterais aussi que c'est pas plus mal de ne pas poser de diagnostic fermé sur des enfants en bas âge, tout simplement parce qu'on sait qu'une fois qu'un patient est étiqueté de tel ou tel trouble, ça peut vite entraîner des biais de confirmation, faire un effet boule de neige, et après, l'enfant va être perçu avec tous les stéréotypes qui peuvent coller au trouble qui lui aura été diagnostiqué. Après, bien sûr, c'est important aussi de mettre des mots et des noms sur les troubles, parce que l'errance médicale, c'est également un problème, donc c'est vraiment du cas par cas. À 10 ans, James a une obsession plutôt inhabituelle, surtout pour un enfant de son âge, les désastres nucléaires. Il ne pense qu'à ça, et il voit constamment des images de paysages totalement dévastés. L'un des psychiatres chargés de son expertise pendant le procès explique que cette obsession, c'est probablement une métaphore de sa colère explosive qui trouve un moyen de s'exprimer à travers cette imagerie violente. On voit donc que l'agressivité et les pulsions de destruction apparaissent très tôt chez James Holmes, alors qu'il n'y a objectivement aucune raison externe à toute cette colère. Lorsqu'il a 12 ans, la famille Holmes retourne finalement vivre à San Diego et James vit très mal ce nouveau déménagement. Alors qu'ils sont en famille dans la voiture, en route pour San Diego, James se cisaille les veines avec un morceau de carton. Malheureusement, ses parents ne remarquent pas ses blessures sur le coup, et quand ce sera le cas un petit peu plus tard, James leur dira qu'il s'est juste blessé au sport, et ainsi, personne ne remarquera l'importance de son mal-être. C'est aussi à partir de ce moment-là, du retour à San Diego, que James commence à entendre comme des coups dans les murs de sa chambre dès qu'il se couche. Ce sont ses premières hallucinations auditives. Ces fantasmes de destruction ne disparaissent absolument pas, au contraire, et il imagine maintenant des explosions qui causeraient la mort de centaines de personnes. Comme d'habitude, il n'en parle pas à ses parents, ni à ses amis, et garde tout ça pour lui. Le jeune garçon, qui était plutôt sociable avant, se renferme sur lui et s'isole. Il n'arrive pas à se faire de nouveaux amis depuis le déménagement et le changement de collège. Il se réfugie alors dans les jeux vidéo et surtout Warcraft 3. Il devient même le 4e meilleur joueur mondial. Et pourtant, malgré ça, James n'est pas du tout à l'aise en société. Il a du mal à communiquer avec les autres et préfère les relations virtuelles car il préfère s'exprimer par écrit plutôt qu'en face à face. Encore plus inquiétant, il a tendance à expérimenter des épisodes de dissociation, un symptôme qui peut être annonciateur de schizophrénie. Lorsqu'il arrive au lycée, James Holmes se sent encore moins à sa place. Il est de plus en plus convaincu qu'il n'est pas comme les autres. Les interactions avec les autres le stressent, il développe une anxiété accrue. À partir de là et jusqu'à son arrestation, il va être de plus en plus angoissé et déprimé. Il développe un trouble de trichotillomanie, c'est-à-dire une sorte de compulsion qui pousse à s'arracher les cheveux et ou les poils. C'est très souvent un trouble qui se développe chez les personnes anxieuses, et en fait le geste leur permet d'étouffer leurs angoisses, comme une personne qui se ronge les ongles par exemple. Ces fantasmes de violence escaladent. Dans ces scénarios d'apocalypse, c'est désormais lui qui est responsable de la mort d'individus. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne part pas d'un désir de vengeance. Il ne nourrit pas de haine envers les personnes de son entourage non plus, mais il s'imagine tuer des gens au hasard. D'ailleurs, ça c'est un point qui va être souligné par un psychiatre lors de son procès. Finalement, ça revient à éliminer la source de ses angoisses, puisqu'il avait cette forte anxiété sociale. Entre 2006 et 2010, James Holmes obtient une bourse et étudie à Riverside, une université de Californie. Il assiste aux cours sans prendre de notes, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des A presque partout, c'est-à-dire les meilleures notes, ce qui marque ses camarades de classe. Malgré ses difficultés à sociabiliser, il parvient malgré tout à se faire quelques amis qu'il décrivent comme quelqu'un de très intelligent, poli et passionné par les jeux de stratégie. Il obtient son diplôme et figure parmi les 1% des meilleurs élèves de sa promo. Mais malgré ses résultats excellents, il ne parvient pas à intégrer les programmes d'études universitaires supérieures de son choix, car son attitude est jugée bizarre par les professeurs qui lui font passer les entretiens.
James Holmes retourne alors chez ses parents qui s'inquiètent pour son avenir. Il lui pose une sorte d'ultimatum. Soit il trouve un travail, soit il continue ses études, mais pour eux, il doit faire quelque chose. Et James vit alors très mal cette pression. Il s'énerve violemment contre ses parents, mais finit quand même par trouver un emploi dans une usine pharmaceutique. Là-bas, il ne parle à personne. Il passe parfois des heures à fixer un mur, comme s'il était perdu dans ses pensées. En réalité, selon la profileuse Candice DeLong, il n'était pas simplement en train de rêvasser, mais plutôt occupé à revivre ces scénarios de destruction et de violence, car il y prenait du plaisir et ça le réconfortait. En 2011, Holmes est finalement accepté en doctorat de neurosciences à Aurora, qui est un programme très prestigieux. James a opté pour cette spécialisation avec un objectif secret, tenter de mieux se comprendre, et surtout de comprendre pourquoi il est si différent des autres. Malheureusement, il n'obtiendra pas les réponses qu'il recherche. En octobre de la même année, il commence à sortir avec une de ses camarades de classe. Elle finit par rompre après plusieurs mois parce qu'elle le trouve trop distant et détaché de tout. Cette rupture semble beaucoup le marquer et même s'il reste plutôt en bons termes avec son ex, cet événement vient encore plus aggraver son état dépressif. Dans des échanges de mails avec elle, il lui partage son envie irrépressible de tuer beaucoup de personnes. Il lui explique que pour chaque vie qu'il prendrait, il recevrait ce qu'il appelle du capital humain, une sorte de valeur ajoutée. Mais il lui dit aussi qu'il ne passera à l'action que lorsqu'il sera prêt à mourir lui aussi, et elle ne le prend pas réellement au sérieux. Toujours motivé par un désir de mieux se comprendre et de sortir de sa dépression, Holmes finit par aller consulter la psychiatre du campus, Dr. Fenton. En séance, il lui avoue qu'il est obsédé par l'idée de tuer des gens. Son attitude interpelle la psychiatre, qui estime qu'elle a face à elle quelqu'un qui pourrait s'avérer réellement dangereux. Elle fait un signalement à l'université, qui ne juge pas qu'il soit nécessaire d'avertir la police. C'est complètement frustrant, mais ça s'explique par le fait que, comme James n'avait pas parlé d'un plan défini, il n'avait pas donné une date, un lieu ou un type de cible précis, les policiers n'auraient malheureusement rien pu faire. Peut-être que si justement ces signalements étaient enregistrés dans une base de données et qu'ils étaient consultés lors de, mettons, l'achat d'armes à feu par exemple, ça pourrait déjà être un système de prévention efficace. Mais bon, aux États-Unis, on n'en est pas encore là. Et justement, en parlant d'armes, James Holmes commence à en accumuler pas mal. À l'université, son comportement inquiète de plus en plus ses professeurs. Il tient souvent des propos incohérents et met les autres étudiants très mal à l'aise. Arrivé à l'été 2012, Holmes finit par abandonner ses études et arrête donc de voir sa psychiatre. Très inquiète, le docteur Fenton contacte carrément la mère de James pour obtenir des informations sur sa santé mentale et sur l'historique familial. Elle l'interroge pour savoir s'il y a des antécédents de maladies mentales dans la famille. La mère de James répond que non, ce qui est un mensonge. En réalité, la sœur jumelle du père de James a été internée à la suite d'une rupture psychotique et diagnostiquée schizophrène. Ses deux grands-parents paternels ont eux été hospitalisés pour dépression et troubles obsessionnels compulsifs. Difficile de dire qu'il n'y a donc aucun antécédent de troubles psy dans la famille. On en arrive au soir de la fusillade. Je ne vais pas revenir sur le déroulé des événements en général, mais plus sur des petits détails que j'ai notés et qui, je trouve, sont aussi intéressants. Déjà, lorsque James Holmes arrive et entre dans le cinéma, en même temps que les autres spectateurs, il se comporte de façon plutôt calme et même polie. Il tient la porte à la personne derrière lui, ce qui est un détail assez perturbant quand on connaît la suite de l'histoire. Sur les caméras de surveillance, on remarque aussi qu'il garde le regard baissé tout du long. Même lorsqu'il tend son ticket à l'employé du cinéma, il évite de croiser son regard. Ensuite donc, Holmes ressort par l'issue de secours pour aller prendre ses armes et s'équiper. Si près de 50% des tueurs de masse se suicident avant d'être arrêtés ou font en sorte d'être abattus par la police, ce n'est visiblement pas son objectif. Lui porte une véritable armure, car son but, il l'explique, ne pas être tué pour pouvoir continuer à tuer un maximum de personnes. Et lorsqu'on lui demande pourquoi c'était si important pour lui de tuer un maximum de personnes, il répond « Si je pouvais tuer toutes les personnes qu'il y a au monde,
Ça mettrait un terme à la question de pourquoi les gens doivent vivre en premier lieu. C'est la question pour laquelle j'ai toujours cherché une réponse depuis mon enfance. Je n'avais plus rien à perdre, les choses ne pouvaient pas empirer. Autre détail à noter, il est impossible pour lui de voir les victimes comme des vraies personnes. Il s'agissait juste d'accessoires dans son scénario, comme si James était un metteur en scène. C'est possiblement dû à sa schizophrénie qui l'empêche de s'identifier aux autres. Lors de la fusillade, il avait des écouteurs et écoutait de la techno à fond. Il a expliqué par la suite qu'il ne voulait pas croiser le regard de ses victimes ni entendre de cris pour que, je cite, « ça ne soit pas personnel afin qu'il n'y ait pas de connexion entre moi et les victimes. Je voulais que ce soit généralisé, qu'il soit une foule ou un groupe de personnes. Sans interaction personnelle, ça ne serait pas vraiment comme si je tuais quelqu'un, mais juste des gens au hasard. » Ensuite, vous allez le voir, il y a pas mal d'incohérences dans les propos de James Holmes. Je pense très sincèrement que c'est quelqu'un qui ne se comprend pas lui-même, donc il y a des choses qui peuvent sembler difficiles à cerner, mais aussi des contradictions. Par exemple, lors de son arrestation, il aurait déclaré « Je suis le Joker », selon des propos rapportés par le commissaire Ray Kelly. Mais selon d'autres témoins, James Holmes était affublé au moment des faits d'un masque à gaz, habillé de noir, plutôt à la manière de Bane, un autre super-vilain de la saga Batman. Et puis un peu plus tard, en interrogatoire, Holmes nie le fait que son déguisement soit une référence au Joker. Et puis il va nous donner l'une des verbalisations les plus frappantes du clivage, une notion très importante en criminologie. Je le cite, « J'ai choisi ces lentilles noires parce qu'elles me donnaient le sentiment d'être possédée. Ça me semblait approprié. J'ai teint mes cheveux pour me différencier de qui je suis normalement, parce que je n'étais pas moi-même. Les traits physiques sont liés au mental. Ça a permis de protéger mon moi normal, parce que c'est l'autre qui a fait tout ça. Je peux me dire que le responsable, c'est le James possédé. Je suis distinct du moi fou. » Alors le clivage, c'est une notion, comme je vous le disais, très intéressante et très importante en criminologie. Daniel Zaguri le présente formidablement bien dans son livre « L'énigme des tueurs en série ». Il s'agit d'un mécanisme de défense qui permet à certains auteurs d'actes violents de vivre avec ce qu'ils ont commis sans compromettre leur stabilité mentale. En gros, ils se disent « c'est pas vraiment moi qui ai commis ça, c'est mon mauvais côté, mais je ne suis pas que ça ». Et ça leur permet d'isoler et de mettre de côté leur responsabilité finalement. Je me suis beaucoup posé de questions sur les motivations de James Holmes. Si vous avez vu mes 2 épisodes sur les tueurs de masse sur YouTube, vous savez que généralement ce sont des tueurs qui agissent pour prendre une revanche sur la vie, sur d'anciennes frustrations, sur des représentants d'une situation qui les a blessés. Mais dans le cas de Holmes, c'est pas ça. Il n'a pas été harcelé, il n'a pas souffert de mauvais traitements. Rien non plus avec les habitants d'Aurora ou encore le cinéma. Il n'a pas non plus agi, semble-t-il, par recherche de célébrité, par envie de marquer l'histoire ou de dépasser le nombre de victimes faites par un autre tueur. Non, lui dans son cas, c'est plus difficile à comprendre, d'ailleurs lui-même n'a jamais complètement été capable de l'expliquer. Je pense quand même avoir décelé des choses, notamment une logique complètement dysfonctionnelle sur un fond de dépression grave. Déjà, vous l'avez compris, James Holmes était, et je pense est toujours, atteint par une dépression extrêmement sévère. C'est quelque chose qui a commencé très jeune et qui semble s'être aggravé au fil des années. Tout semble partir de cette dépression massive, parce qu'il ne trouve aucun sens à la vie, toutes ses idées tournent autour de la destruction. Au départ, il s'imagine seulement en être témoin, mais au bout d'un moment, il veut en être l'auteur. Il veut causer la mort et l'élimination de toute forme de vie. À force, à cause de la dépression, il n'a plus peur des conséquences, que ce soit la prison ou la mort, si jamais il passe à l'acte. Et oui, il estime qu'il n'a plus rien à perdre, tellement il va mal, ce qui le fait changer de perspective sur la gravité de ces fameuses conséquences possibles. Il finit carrément par penser que s'il commet une fusillade, ça pourrait lui permettre de se débarrasser de sa dépression. D'ailleurs, si au début de l'année 2012, lors de ses séances avec la psychiatre, il estime que sa dépression est d'intensité 9 sur 10, plusieurs mois plus tard, lorsqu'il commence vraiment à élaborer ses plans pour la fusillade, il estime que ses symptômes sont descendus à une intensité de 5 sur 10. Alors on verra par la suite que finalement, la fusillade ne va pas du tout lui permettre de se sortir de sa dépression, mais avant le passage à l'acte, c'était vraiment son espoir, visiblement.
Je pense que c'est important de rappeler que la dépression ne s'exprime pas pareil chez tous les individus. Être dépressif, ça ne veut pas forcément dire qu'on reste seul chez soi dans son lit à pleurer. Chez James Holmes, par exemple, cette dépression va prendre une forme beaucoup plus agressive. Il n'y a pas tellement d'apathie de son côté, mais une énergie particulière qui le pousse à faire du mal. La plupart du temps, cette énergie dans la dépression, elle se tourne vers la personne elle-même. C'est dans ces cas-là qu'on voit des comportements autodestructeurs, de la mutilation, des tentatives de suicide. Et chez Holmes, ça a été le cas pendant des années. Mais petit à petit, ses pulsions se sont tournées vers l'extérieur. On peut clairement supposer que sa volonté de faire du mal à un maximum de personnes est un transfert de toute la haine qu'il aurait pu avoir pour lui-même. Ensuite, je vous parlais à l'instant d'une logique dysfonctionnelle. En fait, il y a une notion qui revient très, très fréquemment dans le discours de James Holmes, c'est celle de la valeur de l'être humain. Or, lui estime que tuer des gens, ça lui permet d'augmenter sa valeur. Alors, il est conscient que c'est pas du tout le cas aux yeux de la société, que le fait d'être un tueur, ça va pour le commun des mortels diminuer sa valeur, mais il en est persuadé, il a raison et les autres ont tort, tuer, ça augmente sa valeur. Alors lui-même est incapable d'expliquer pourquoi il pense ça. Moi je me dis que potentiellement c'est parce qu'il prend un pouvoir divin, celui de vie ou de mort sur les autres, mais ce n'est qu'une supposition parce qu'il n'a jamais su l'expliquer. Juste lui, il dit c'est comme ça. À ça s'ajoute une recherche obsessionnelle pour comprendre quel est le but de la vie. J'ai le sentiment que James Holmes n'a jamais réussi à se confronter à l'absurdité de l'existence. Il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Chacun trouve le sens et l'objectif qui lui convient, ce qui revient au final au fait qu'effectivement, il n'y a probablement pas de sens à la vie. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable pour Holmes, ce qui le conduit, par le biais de sa dépression massive, à se dire « à quoi bon vivre ?» En plus, c'est une pensée très perverse, parce qu'elle revient aussi à se dire « bon, si la vie des autres n'a pas de sens, finalement, c'est pas si grave que ça de les tuer. » Je vous cite quelque chose qu'il a écrit dans son carnet de notes. Les choses sont relatives. Il n'y a pas de bien ou de mal. Quel est le sens de la vie ? Si on anéantit toute forme de vie, alors il n'y a plus besoin de se poser cette question. Lors de son premier interrogatoire, quelques heures après la fusillade, James Holmes demande presque instantanément la présence d'un avocat en justifiant « C'est ce que je suis supposé faire, je sais que je vais avoir des problèmes parce que j'ai tué beaucoup de gens. » Il demande également aux policiers si des enfants ont été victimes dans la fusillade et exprime son inquiétude quant à cette possibilité car selon lui, les enfants sont très innocents. Le lendemain, lorsqu'il apprendra le décès de la petite Veronica, James Holmes se dira, je cite, « triste ». Le 23 juillet 2012, soit seulement 3 jours après la fusillade, James Holmes comparaît pour la première fois devant le tribunal de Centennial au Colorado. Plusieurs témoins ont rapporté qu'il avait l'air confus et hébété, comme s'il ne réalisait absolument pas ce qui se passait autour de lui. Il ne s'est pas adressé une seule fois au juge, il ne l'a même pas regardé dans les yeux. Vu la nature des charges qui pèsent contre lui, Holmes, à ce moment-là, n'a pas la possibilité d'être libéré sous caution, et il réintègre le centre de détention d'Arapahoe dans l'attente de son procès, où il est placé sous surveillance anti-suicide. Les chefs d'accusation déposés comprennent 12 cas de meurtre au premier degré et 116 cas de tentative de meurtre. Son procès ne débutera que le 27 avril 2015, notamment parce que de nombreuses expertises psychiatriques ont été demandées par la défense, mais aussi par l'accusation. Dans ce cadre, Holmes a été expertisé par 4 spécialistes différents, qui ont posé plusieurs diagnostics. Alors, c'est classique évidemment, et encore une fois, la preuve que la psychiatrie reste une science humaine qui varie en fonction des experts qui examinent, du temps, etc. Les 2 premiers psychiatres, recrutés par les avocats de James, ont identifié des troubles schizophréniques et psychotiques. C'est une formulation qui reste légèrement vague, mais qui tend plutôt vers la gravité des troubles, puisque forcément la défense va probablement tenter d'appuyer sur cet argument pour minimiser la responsabilité de l'auteur. Un autre psychiatre, nommé par la Cour, affirme qu'étant donné les antécédents psy dans la famille de James, il était prédisposé à la maladie mentale. Il lui diagnostique un trouble psychotique et une dépression. James aurait dit à ce psychiatre
qu'il avait 2 identités et qu'une seule d'entre elles était normale. La persona mauvaise, celle dénuée d'empathie, serait responsable de la tuerie, et pas sa persona principale. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le clivage. Toutefois, ce psychiatre estime que Holmes est apte à différencier le bien du mal et n'est donc pas irresponsable de ses actes sur le plan pénal. Le 4e psychiatre, lui, décèle un trouble de la personnalité schizotypique chez James. Alors la distinction entre un trouble de la personnalité schizotypique et la schizophrénie peut être parfois mince, puisqu'il s'agit de troubles de type du spectre de la schizophrénie. En gros, pour faire ultra schématique, le trouble de la personnalité schizotypique est une forme un peu plus légère de la schizophrénie. On y retrouve dedans des grosses difficultés à interagir avec les autres, une anxiété sociale importante, des distorsions cognitives, des superstitions, des conduites bizarres. Tandis que dans la schizophrénie, on verra des idées délirantes, des hallucinations, un discours incohérent et désorganisé, des attitudes grossières ou de la catatonie, et des symptômes dits négatifs, c'est-à-dire repli sur soi, manque d'énergie, émoussement affectif, très peu de paroles. Bref, quand on dit que c'est négatif, c'est dans le sens moins, il y en a moins. Du coup, comme vous le voyez, ça correspond bien à James Holmes dans toutes ses descriptions. Il est aussi avancé par d'autres experts un potentiel trouble bipolaire et des comorbidités de dépression massive et de troubles du spectre autistique. En tout cas, ce qui ressort de ces évaluations de façon assez unanime, c'est que malgré tous les troubles psychiatriques et psychologiques de James Holmes, il est considéré comme apte à être jugé et à répondre de ses actes devant un tribunal. Le 7 août 2015, après un procès éprouvant, à la fois pour les survivants qui sont appelés à témoigner à la barre et pour les proches des victimes, James Holmes est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il échappe de peu à la peine de mort, encore autorisée à ce moment-là au Colorado, parce que certains jurés estiment que ces troubles psychologiques sont malgré tout à prendre en considération. Au moment de rendre le verdict, le juge chargé de l'affaire déclare que l'intention du tribunal est que l'accusé ne remette plus jamais les pieds dans la société, et il a aussi ajouté que l'accusé ne mérite aucune compassion. James Holmes a d'abord été incarcéré dans une prison de haute sécurité dans le Colorado, mais en 2016, il a été transféré en Pennsylvanie après qu'un autre prisonnier l'ait attaqué. Alors, je tiens à donner quelques informations sur l'état mental de James Holmes dans les années qui ont suivi son arrivée en prison. Il semble assez évident que son incarcération a entraîné une vraie dégradation de ses troubles psychiatriques. On n'est pas loin de ce qu'on pourrait même désigner comme une décompensation. Je vais vous épargner les détails glauques, mais clairement, j'ai lu que pas mal de symptômes graves de la schizophrénie se sont manifestés, avec des hallucinations visuelles et auditives, des actes relevant de la copromanie, c'est-à-dire le fait de jouer et manipuler ses excréments, des épisodes de catatonie assez sévères, c'est-à-dire des moments où le corps se fige et ne bouge plus du tout, parfois même dans des positions très inconfortables, des écholalies, donc le fait de répéter en boucle ou comme un perroquet un mot ou une phrase qu'on entend. Bref, c'est franchement pas joyeux, et bien que je n'ai pas de compassion pour Holmes, je dois dire qu'avoir lu tout ça sur son état en prison ne m'a apporté aucun réconfort. Ça m'a juste mise très mal à l'aise d'imaginer cette personne qui est malade et qui n'est pas traitée. D'ailleurs, ses idées suicidaires et ses envies de meurtre ne semblent pas lui être passées, et il aurait déclaré qu'il avait déjà pensé à comment s'y prendre pour mettre fin à ses jours dans sa cellule, même si le fait qu'il soit constamment sous surveillance et la perspective de souffrir l'en ont dissuadé jusqu'à présent. Pour être très honnête, je pense que c'est un détenu qui présentera toujours un risque de suicide élevé. Je n'ai franchement pas l'impression que la prison soit un endroit qui puisse lui apporter ce dont il a besoin pour vivre de façon équilibrée avec tous ces troubles. Bon, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter de vous parler de James Holmes. J'ai pas mal fait le tour de son cas, même si évidemment il y a encore plein de petits détails que je n'ai pas pu inclure dans cet épisode. Par contre, je n'en ai pas terminé avec cet épisode et j'aimerais aborder plusieurs points supplémentaires, plutôt autour des conséquences qui ont suivi la tragédie. Au tout début, je vous ai parlé des personnes qui avaient trouvé la mort le 20 juillet 2012, mais j'aimerais prendre un petit moment pour évoquer certaines victimes secondaires dont la vie a complètement basculé après la tragédie.
Ashley Moser, la mère de la petite Veronica, qui est décédée dans la salle de cinéma, était enceinte lorsqu'elle a été touchée à la poitrine. Elle a fait une fausse couche 1 semaine après le drame, c'est donc 2 enfants qu'elle a perdus cette nuit-là. Et elle est aussi désormais paraplégique. Caleb Medley a perdu son œil droit et n'a pas pu assister à la naissance de son premier fils car il avait été placé dans un coma artificiel. Comme de nombreux Américains, le jeune homme n'avait pas d'assurance maladie au moment des faits et sa facture d'hôpital a été estimée à plus de 2 millions de dollars. Un fonds de collecte a été créé par sa compagne dans le but de réunir suffisamment d'argent pour payer les soins de Caleb. Vous le savez peut-être déjà, mais aux États-Unis, le coût de la santé est la première cause de faillite personnelle. Et Caleb n'est pas le seul survivant à avoir dû récolter des fonds pour se soigner. Ashley et Caleb font partie des centaines de personnes affectées par le drame, qui ont tenté de se reconstruire après le traumatisme. Et c'est d'autant plus frustrant de voir que, seulement quelques heures après la fusillade, Alex Jones, un animateur radio complotiste, malheureusement bien connu, s'est emparé de l'histoire pour dénoncer un coup monté. D'après lui, la tragédie n'est qu'une tentative de nuire au 2e amendement de la Constitution américaine. Il faut savoir que cet amendement garantit à tout citoyen le droit de posséder des armes pour contribuer à la sécurité d'un État libre. Bref, Alex Jones qualifie James Holmes de victime du gouvernement au même titre que Dylan Klebold et Eric Harris, les auteurs de la fusillade de Columbine. Ils auraient en fait été manipulés à l'aide de drogues amnésiques et Alex Jones prend position en défendant, des tueurs de masse, finalement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces théories fumeuses, je me contenterai de dire que ces propos sont indécents et témoignent d'un manque de respect énorme envers les victimes et leurs proches. Cette affaire a évidemment eu un énorme retentissement médiatique, comme vous vous en doutez, et elle a pointé du doigt pas mal de dysfonctionnements au niveau de la société américaine, et plus particulièrement en matière de régulation du port des armes. Je pense qu'il est intéressant de noter que, comme la tuerie a eu lieu seulement 3 mois avant les élections américaines, on aurait pu penser que les 2 candidats à la présidentielle, Barack Obama et Mitt Romney, auraient abordé la question du port des armes, mais ce n'a pas été le cas. Le sujet des armes à feu n'a absolument pas été mentionné dans leur discours. On pourrait en parler longuement, mais l'accès aux armes à feu est une problématique très sérieuse aux États-Unis, quand on sait que James Holmes a pu se procurer une arme semi-automatique et plus de 6000 munitions malgré ses antécédents psy. On est en droit de questionner le système qui autorise ça. Le dernier point à aborder qui a été soulevé dans le cas de James Holmes, c'est les antidépresseurs et ses traitements médicamenteux. En effet, si ces traitements sont très importants pour la plupart des personnes atteintes de troubles psychiatriques, il est indéniable que dans certains cas, rares heureusement, les médicaments peuvent avoir l'effet inverse de celui attendu. On sait que la psychiatre Lynn Fenton a prescrit plusieurs médicaments à Holmes, dont du Zoloft, un antidépresseur qui est régulièrement pointé du doigt pour les effets secondaires dangereux qu'il peut entraîner, comme une aggravation des symptômes. Elle lui avait également prescrit un antipsychotique et un anxiolytique. Ces traitements ont régulièrement été modifiés, adaptés au niveau des molécules et du dosage, car ils ne semblaient pas convenir à Holmes. Il est tout à fait possible que ces combinaisons de traitements aient entraîné une désinhibition, qui a pu retirer certaines barrières empêchant Holmes de passer à l'acte. Évidemment, c'est toujours plus facile de critiquer tout ça a posteriori, mais je trouve que c'est important de le mentionner dans cet épisode. Cela dit, il est très important de ne pas changer son traitement sans l'avis d'un psychiatre, et ces modifications doivent toujours se faire dans le cadre d'un accompagnement médical. Si jamais vous prenez un traitement de ce type et que vous sentez qu'il ne vous convient pas, n'hésitez pas à en faire part à votre médecin. Nous voilà arrivés au bout de ce long épisode. Je pense que vous l'avez compris, il s'agit d'une affaire extrêmement complexe qui mêle beaucoup de sujets sociétaux. Dans le cas de James Holmes, son passage à l'acte pouvait sembler très prévisible, mais il ne faut pas oublier qu'on le regarde avec du recul et qu'on a toutes ces données et informations maintenant qu'on sait l'acte terrible qu'il a commis. Il semble assez évident qu'Holmes était une véritable bombe à retardement. Mais le problème, c'est que ni lui, ni sa famille ne communiquaient vraiment sur les problèmes de fond. De même ces psychiatres qui ont tenté de lancer des alertes étaient bridés par un système qui ne prend pas suffisamment au sérieux ces signaux.
Pour moi, l'accumulation des troubles psychiatriques, avec un accès beaucoup trop facile aux armes, et peut-être l'implication de traitements mal ajustés ont pu conduire à ce drame. Mais comme d'habitude, le seul réel responsable reste James Holmes. Je pense que la société américaine a beaucoup de choses à apprendre de ce drame, afin que la mort des victimes de la fusillade d'Aurora permette au moins une meilleure prévention du phénomène des tueurs de masse. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que mon travail sur cette affaire vous aura appris des choses. Si jamais vous avez envie de prolonger votre écoute, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'after show d'Éteignez vos lumières, où je serai en compagnie de Juliette, mon amie et collègue avec qui j'ai écrit cet épisode, et où on aura une discussion un petit peu plus informelle sur cette fameuse affaire de la fusillade d'Aurora. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Éteignez vos lumières. C'était Éteignez vos lumières, un podcast original signé Sonia Liu.